Bonjour à tous, Dr Bière, cardiologue au CHU d'Angers. Je remercie les organisateurs et les sponsors du congrès AMCAR de m'avoir invité à vous parler et à faire un petit peu le pont finalement avec les présentations précédentes, puisque je vais parler que de cardiomyopathie dilatée non ischémique, mais d'imagerie multimodale, et on va voir qu'on va aussi parler un petit peu d'amylose, déborder sur les diagnostics différentiels, de cardiopathie restrictive et puis de troubles du rythme, de pronostic. Avant tout, un petit point de nomenclature. On parle de cardiopathie dilatée, non ischémique. En fait, elles sont toutes non ischémiques par définition. C'est cardiopathie dilatée avec une dilatation du ventricule gauche, une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche, avec des critères stricts, une FEVG inférieure à 45% et un diamètre télédiastolique supérieur à 56 mm, ou bien selon la valeur prédite, à plus de 115% la valeur prédite, selon l'âge, le genre et la surface corporelle du patient. Et quand on va évaluer ces patients en imagerie multimodale, ce qui est central, hein, on ne va pas s'en cacher, de ces patients, on va reposer sur 4 piliers, dont le principal sera quand même incontournable, c'est l'échocardiographie transthoracique, qui va nous apporter énormément d'informations, tant elle est disponible et tant elle est riche d'approches multiparamétriques. Bien sûr, on réalisera une IRM cardiaque à ces patients qui sont tous des patients sévères, hein, qui font un pas vers l'insuffisance cardiaque. Et puis, je vous décrirai un petit peu ce que peut nous apporter la cardiologie nucléaire pour étayer des diagnostics plus rares, pour proposer parfois des thérapeutiques plus spécifiques. Alors, je ne pouvais pas éluder complètement l'échocardiographie, même si ce n'est pas pour ça que vous êtes venu écouter cette présentation. Bien sûr, l'échocardiographie, elle s'intègre dans un tableau clinique complet. Elle fait le diagnostic positif parce que la définition porte sur les volumes et la fraction d'éjection du ventricule gauche. Elle permet d'approcher l'étiologie par la présence d'anomalies de troubles de la cinétique segmentaire. Ça permettra souvent d'évoquer et d'écarter une coronaropathie. L'hypertrophie de la paroi, hein, qui va nous apporter des informations, peut-être qu'il s'agit de cardiopathie hypertrophique vieillie ou d'autres mécanismes. L'aspect du myocarde, y a-t-il des aspects de non-compaction, même si ce n'était pas une entité à part entière aujourd'hui. Et enfin, la présence de valvulopathie. Mais tout ça, ça doit être intégré avec une approche très clinique, hein, à la recherche de l'anamnèse du patient, ses antécédents personnels, familiaux, l'examen physique, bien sûr l'électrocardiogramme, son risque rythmique, hein, ça fait le point avec la présentation précédente, les analyses biologiques et enfin la génétique aujourd'hui qui va être quasiment réalisée systématiquement chez ces patients. Et enfin, ce que peut nous apporter un peu plus précisément, et c'est peut-être là qu'on va la rechercher, l'échographie transthoracique, c'est pour préciser le pronostic, et je voulais attirer votre attention sur 4 aspects pronostiques que peut vous apporter l'échocardiographie dans vos laboratoires d'échographie. C'est l'approche et l'appréciation de la fonction ventriculaire droite, c'est l'évaluation des fuites mitrales fonctionnelles, c'est le strain global et l'évaluation de la fonction diastolique, et enfin le remodelage atrial. Voilà ces 4 points. Je ne vais pas tous les détailler. Hein. Clairement, systématiquement, dès lors qu'on parle de cardiomyopathie dilatée et que finalement notre principale inquiétude, c'est l'évolution vers l'insuffisance cardiaque terminale, l'appréciation de la fraction d'éjection du ventricule droit, elle est assez fondamentale. Ce n'est pas la même chose d'avoir une atteinte uniquement du ventricule gauche que d'avoir une atteinte biventriculaire. Et toutes les séries sont maintenant assez anciennes et elles rapportent systématiquement les mêmes résultats lorsque vous avez une altération de la fraction d'éjection du ventricule droit ou de contraction du ventricule droit, vous approchez un pronostic plus péjoratif pour vos patients. Et sur les critères que moi je préfère, ça serait peut-être la fraction de raccourcissement de surface sur une belle coupe 4 cavités qui vous permettra d'approcher ça. L'évaluation de la fuite mitrale fonctionnelle, et pour ceux qui connaissent et se rappellent un petit peu de cette publication qui avait fait le rapport entre COAPT et MITRA-FR, qui cherchait en fait à corriger les fuites mitrales fonctionnelles chez les patients qui avaient des cardiopathies dilatées, je vous rappelle qu'on va parler de fuite mitrale adaptée en fonction de la dilatation cavitaire ou non, et que ce sera les fuites mitrales sévères avec ventricule gauche peu ou modérément dilaté qui vont le mieux répondre aux gestes d'intervention sur la fuite mitrale. Enfin, quelques datas sur le speckle tracking, avec systématiquement aussi des séries qui nous montrent que plus le speckle tracking longitudinal, hein, celui qui est le plus simple, le plus robuste à réaliser, plus ce speckle tracking longitudinal s'altère, plus le pronostic de nos patients s'altère. Il est aussi utile pour prédire en amont de la dilatation cavitaire la future altération de la fraction d'éjection chez les patients qui ont subi des chimiothérapies éventuellement. Et il peut être utile aussi chez les apparentés de cas génétiques pour prédire en fait l'évolution ultérieure vers le phénotype de cardiopathie dilatée. Et je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose qui se fait un petit peu moins, c'est l'analyse de la fonction atriale gauche,
Alors celle-ci, elle peut se faire clairement en échocardiographie. Elle sera peut-être mieux encore sur l'IRM avec une approche tridimensionnelle. Mais pour essayer de tordre le cou à la problématique de l'approche tridimensionnelle, on a des outils qui existent en échocardiographie, ils sont multiples. Hein. Ne serait-ce que la surface de l'oreillette gauche, ça peut être le volume de l'oreillette gauche, ça peut être après la fraction d'éjection de l'oreillette gauche, ça peut se mesurer également. Hein. C'est un petit peu plus difficile, un peu plus touchy, il faut avoir des belles acquisitions et au moins sur un biplan. Et puis ça peut être toutes les mesures de strain. Et notamment dans cette étude-là, il nous montrait que c'était le pic de strain de l'oreillette gauche qui était le plus prédicteur d'un critère composite de décès et d'insuffisance cardiaque dans une cohorte de patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Moi, je vous m'attirerai votre attention sur la première information qui est finalement que le volume indexé de l'oreillette gauche, il n'est pas si mauvais que ça, et c'est un outil qui est assez facile à obtenir et qu'il va probablement permettre de trier un petit peu plus vos malades en termes de pronostic si vous voulez apprécier la fonction de l'oreillette gauche chez vos patients. Alors l'échocardiographie, c'est très disponible, hein, non invasif, c'est clairement le central dans l'appréciation, ça a un coût relativement faible, mais il y a des écueils quand même, il y a des patients qui n'ont pas de fenêtre acoustique suffisante, notamment quand les cœurs sont très dilatés, c'est parfois très difficile en fait de faire ne serait-ce que des strains globaux longitudinaux. Et puis on a des limites intrinsèques, hein, les focales courtes ne permettent pas de voir systématiquement bien l'apex, on pourra éventuellement manquer le diagnostic de certains thrombus endocavitaires qui sont comme une des morbidités importantes dans la cardiopathie dilatée. Et puis l'appréciation de la fraction d'éjection du ventricule droit, c'est un bon critère, la fraction de raccourcissement de surface. Le TAPS ou les paramètres longitudinaux peuvent l'être également, mais ils vont être relativement insuffisants pour être vraiment précis. Alors voilà un petit peu le contender, c'est l'IRM cardiaque. L'IRM cardiaque, on a entendu, hein, régionalement, il y a des difficultés pour l'obtenir, donc c'est pour ça qu'il ne va pas pouvoir être proposé systématiquement, mais quand on le propose, il faudra le faire à bon escient, il faudra le faire d'abord avec des bonnes conditions de sécurité, pour vous éviter d'arriver à ce genre de drame, comme en haut à droite, où vous voyez qu'il y a un fauteuil roulant qui est rentré dans l'aimant, des champs magnétiques à 1,5 ou 3 Tesla, qui sont plusieurs dizaines de milliers de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre, vont projeter tout corps métallique dans l'aimant. Alors les contre-indications, c'est le port de pacemaker non IRM compatible, les défibrillateurs quasiment systématiquement à 3 Tesla. La claustrophobie reste une contre-indication. Moi, je me rappelle d'avoir eu des patients qui avaient menacé de casser tout mon matériel pour sortir de l'aimant parce qu'ils étaient en panique. L'insuffisance rénale ne l'est quasiment plus aujourd'hui puisque les produits de contraste qu'on utilise ne donnent plus ces néphroses systémiques. Il y a des écueils, la fibrillation atriale. L'IRM, elle n'aime pas les cœurs arythmiques, fibrillation atriale, extrasystolie. Les gens qui ne peuvent pas maintenir les apnées, donc il ne faudra pas réaliser en fait des explorations par IRM chez les patients qui sortent d'un épisode d'insuffisance cardiaque, ça va être contre-productif. Vous n'aurez pas des images suffisamment précises et vous perdrez de l'information. Et puis il faut avoir une équipe bien entraînée avec du matériel dédié à faire de l'IRM cardiaque. Après, sachez aussi que le jour où vous mettez votre patient dans la machine, vous allez faire des images, et quand vous allez regarder vos images, vous ne pourrez pas revenir en arrière pour les réacquérir. Hein. On ne peut pas les post-traiter indéfiniment, on aura uniquement les images qu'on aura acquéries, et donc vous aurez uniquement ces informations-là. Quand je parle d'IRM et que j'essaie un petit peu on va en parler un peu plus à l'atelier à 13h aujourd'hui, pour un petit peu populariser la machine, et je pense que tout cardiologue doit être un petit peu à même de savoir de quoi il parle et de quoi parlent les comptes rendus d'IRM cardiaque. Il faut en fait comprendre qu'on s'intéresse à différents aspects. On peut voir la morphologie, aussi bien, voire mieux que l'échocardiographie. On peut jouer une carte et on va demander au manipulateur de générer des acquisitions pour voir l'inflammation. C'est la pondération T2, c'est la cartographie T2. Je vous montrerai des images. On peut apprécier les flux si on avait besoin de faire une analyse valvulaire avec les séquences de flux. On peut analyser la perfusion. Là, c'est plutôt la microperfusion. C'est plutôt le domaine de la pathologie ischémique et ce sont d'ailleurs ces séquences-là qu'on utilise pour générer des stress. Et puis enfin, la dernière carte, la fibrose, hein, je l'ai mise en grise exprès parce que c'est celle que vous devez avoir déjà vue, c'est le fameux rehaussement tardif, le contraste blanc sur noir, gris sur noir, qui a fait un peu toutes les lettres de noblesse et tout l'intérêt en fait d'avoir une approche quasi histologique en IRM sur notre myocarde. Et voilà, cette fibrose, ce rehaussement tardif, première information, on ne va pas s'en cacher, c'est que toujours un petit peu là qu'on a les plus grosses informations, parce que c'est une séquence qui est très robuste et qui est très contrastée. Et plus on va dans les années, moi depuis que j'ai commencé, la définition spatiale, elle s'améliore continuellement. Ça a commencé en 2000, hein, l'histoire du rehaussement tardif. Et plus on y va, plus on va voir des petits hypersignaux qui nous permettent d'aller plus en amont, plus en avant dans la compréhension des pathologies de nos patients.
Et la première chose qu'on va avoir, c'est clairement sur la gauche, distinguer les cardiopathies ischémiques avec des nécroses sous-endocardiques ou transmurales, et les cardiopathies non ischémiques en B sans rehaussement tardif, en C avec un rehaussement tardif, vous pouvez voir en septal, inféroseptal, voire en sous-épicardique sur la paroi latérale, qui sont typiques de cardiopathies non ischémiques. Vous avez différents atlas qui existent dans la littérature qui vous montrent qu'on distingue systématiquement les causes ischémiques des non ischémiques. Après, je dirais que, hormis les aspects en cocarde ou les aspects très typiques d'amylose, qui eux ne posent en général pas de questions, et puis comme a dit Thibaut Damy, qui ne traduisent pas la présence de fibrose, mais finalement d'une infiltration, d'augmentation du volume extracellulaire. Celle-ci, on sait que ça va être des amyloses. Les autres, on va avoir des hypersignaux intramyocardiques, sous-épicardiques, dans des territoires non coronaires systématisés. Et on va être un petit peu bridé, en fait, pour essayer d'avancer plus dans la compréhension de notre maladie. Et donc, pour apporter des informations supplémentaires, aujourd'hui, on a des séquences qui sont magiques. À la fois, elles sont belles. Elles donnent cet aspect un peu de pop art dans nos présentations d'IRM aujourd'hui, avec des couleurs très contrastées, jaune et rose, qui sont les séquences de cartographie. Là, cette fois-ci, il faut se rappeler un petit peu de connaissances de lycée, voire de début d'études, où on parlait de résonance magnétique nucléaire. On va être capable de voir les paramètres de relaxation longitudinale et transversale des petites zones du myocarde. Et en fonction, c'est surtout la fibrose et l'œdème qui vont modifier les paramètres de T1, et l'œdème exclusivement qui va modifier les paramètres de T2. Et donc quand vous allez faire ces analyses-là, vous allez avoir une approche purement quantitative et reproductible, qu'on soit un expert ou un novice. Si on connaît les écueils en fait, de la séquence, on va être capable de proposer et d'avoir une mesure stricte, reproductible, de est-ce qu'il y a de l'inflammation ou est-ce qu'il y a de l'inflammation et de la fibrose. Ce qui nous a permis, là, dans ce recueil, d'établir finalement une corrélation en fait, des étiologies en fonction du type de rehaussement tardif que vous allez rencontrer, avec l'appréciation du T2 et du T1, qui vous permet de classer différentes cardiopathies inflammatoires chroniques ou non inflammatoires, ou inflammatoires guéries sans composante inflammatoire résiduelle. Voilà ce que ça donne en pratique courante. Un patient cocaïnomane, une quarantaine d'années, systématiquement on réalise une coronarographie chez ces patients-là. Certains ont pensé qu'on pourrait se substituer à la coronarographie chez ces patients, mais il faut le faire. Les premières études qui étaient très favorables n'ont pas été reproduites par la suite dans la littérature. Donc, cardiopathie très dilatée, plus de 8 cm de diamètre diastolique, on voit une grande dysfonction systolique, absence de lésions. Absence, le curseur, j'arrive pas à le voir. Deuxième image en bas à gauche, absence d'inflammation sur la pondération T2. Troisième image, absence de microperfusion, d'anomalie de la microperfusion. Et les deux images en bas à droite, vous avez un petit rehaussement au niveau septal qui traduit une composante non ischémique et un rehaussement latéral apical qui traduit une composante ischémique. Et ça, c'est la vraie vie. On a souvent un petit peu l'ensemble. En fait, c'est probablement un patient qui s'est compliqué d'une lésion ischémique secondairement, mais sa pathologie, elle est non ischémique initialement. Ce patient est en attente de greffe actuellement. Et vous voyez un petit peu ce que je vous parlais du pop art avec les belles couleurs sur la droite. C'est juste pour faire beau. Finalement, ce n'est pas la couleur qui nous intéresse, c'est d'aller faire des petites zones d'intérêt et d'en extraire une valeur chiffrée qui va nous dire oui, il y a beaucoup de fibrose, c'est plus élevé que ce qui est attendu, plus de 1000 à 1,5 Tesla, plus de 1250 à 3 Tesla. Et oui, il y a de l'œdème si on est à plus de 45-50 millisecondes en T2. Et là, chez ce patient-là, il n'y avait pas de composante inflammatoire. Vous voyez un petit peu le mapping, à quelle puissance il va avoir aujourd'hui en termes de qualité d'image. C'est un autre cas de patient qui avait une cardiopathie inflammatoire dilatée quant à lui. Et vous voyez en haut, au milieu, le T1 mapping. En bas, à droite, le rehaussement tardif. Vous voyez, alors j'ai un petit peu de mal avec le curseur, mais on va voir en inférieur, ici, un rehaussement tardif à la jonction VDVG, que vous allez pouvoir voir sur le T1 mapping également, et que vous allez voir en fait également une inflammation dans cette zone-là, sur la séquence de cartographie T2. Vous voyez un petit peu le rapport. Alors, à gauche, en cartographie T1, il n'y a même pas d'injection de gadolinium. On est purement sur un jeu des paramètres d'imagerie magnétique, des paramètres fonctionnels magnétiques, pour donner cette image-là. Et on voit même le rehaussement, le début de rehaussement septal chez ce patient, liseré septal qu'on n'aurait pas vu il y a une dizaine d'années avec les imageries dont on disposait. Alors, cette fibrose, elle est très pronostique. Elle n'est peut-être pas assez pronostique pour prédire à quel patient on va devoir mettre un défibrillateur, mais en termes de mort subite et d'insuffisance cardiaque, plus vous
dès lors que vous avez du rehaussement tardif, vous allez avoir des survenues d'épisodes plus importants. Et la fibrose interstitielle, qu'elle soit évaluée par le TR mapping ou par l'ICV, qui est globalement finalement une manière un peu plus précise, plus scientifique de mesurer cette fibrose interstitielle, vous avez systématiquement plus ces paramètres s'élèvent, plus vous aurez de décès et de mort subite chez vos patients insuffisants cardiaques, enfin, qui présentent des cardiopathies dilatées. Et donc, il faut proposer ces mesures-là systématiquement. Pour autant, pour faire le pont, les recommandations aujourd'hui, elles vont nous dire que chez les patients qui ont une cardiopathie dilatée, une FEVG entre 35 et 50%, on a une indication de 2 à poser un défibrillateur en cas de syncope, de rehaussement tardif, seulement la présence de rehaussement tardif, ou autres paramètres pour implanter un défibrillateur. Il y a des études en cours. Très brièvement, la place de la médecine nucléaire. Finalement, il y a trois cardiopathies qui vont vous intéresser, la sarcoïdose, l'amylose et la cardiopathie inflammatoire. On vous en a parlé. C'est la scintigraphie au bisphosphonate pour l'amylose et le TEP-FDG qui va être intéressant pour la sarcoïdose et la cardiopathie inflammatoire, et potentiellement peu discriminant. La diapositive de synthèse, tout ça s'intègre dans un ensemble en fait, de faisceaux d'arguments qui vont de l'anamnèse au conseil génétique chez nos patients. Et on voit quand même que l'imagerie multimodale elle a une grosse part à proposer, avec à la fois l'échographie et ses paramètres pronostiques. Je vous invite à les intégrer dans votre attitude habituelle. L'IRM cardiaque pour préciser l'étiologie et le pronostic via les imageries de fibrose qui vont prendre une part de plus en plus importante parce que ces séquences-là sont très robustes aujourd'hui. Et enfin, la médecine nucléaire pour les diagnostics de pathologies plus rares, plus confidentielles, mais qui nécessitent des prises en charge très spécifiques. Je vous remercie.